Bonjour à tous, merci d'être parmi nous. Vous avez la chance d'assister à une des dernières keynotes de Vivatech et pas des moindres, puisque le sujet s'avère très intéressant. J'ai le plaisir d'être avec Mathieu Olivier, vous êtes directeur, tu es directeur Data IA, la transformation Data IA du groupe La Poste. Merci d'être avec nous. Merci François-Xavier. Voilà. Bonjour à tous. Et Romain Lamotte, associé Data IA chez KPMG, donc expert de ces sujets. Et on va avoir la chance de parler d'un sujet qui évidemment est d'actualité à Vivatech cette année, la transformation et l'IA, et comment l'IA va transformer nos organisations, comment les entreprises s'approprient ce sujet, et quelque part qui est en charge de cette gouvernance, qui gère ce sujet et cette transformation massive. Alors, peut-être en introduction, lorsqu'on parle de ce sujet et qu'on voit la lame de fond, cette disruption qui impacte nos entreprises, ça nous rappelle pour certains ce qu'on a pu vivre avec la transformation digitale il y a quelques années, où finalement on voyait une rupture technologique arriver, c'était l'e-commerce, c'était le mobile, une transformation à la fois technologique, un peu data, mais pas tant que ça, qui a chamboulé les organisations, parfois les business models de certains secteurs d'activité, qui a changé aussi la façon dont s'organiser, se transformer certaines fonctions, pas mal les front office, marketing, vente avec l'e-commerce, la relation client, un peu de back-office aussi, mais qui n'a pas fondamentalement changé la façon dont on opérait. Là, on voit qu'avec l'IA, les choses peuvent évoluer, la transformation est un peu plus importante, c'est ce qu'on voudrait comprendre, et comment les entreprises se saisissent de ce sujet. Romain ? Merci FX, bonjour à tous avant tout, et bonjour Mathieu, merci d'avoir traversé l'allée pour nous rejoindre pour ce talk. La transformation digitale, clairement, une vague de nouveaux produits, de nouveaux services. Hein, ça a d'abord commencé par le front, comme le disait FX. On repense comment les sociétés fonctionnaient, comment les parcours clients, pour la plupart, pouvaient fonctionner, pouvaient évoluer. On a repensé aussi l'expérience employée. En fait, on n'a d'ailleurs pas fini encore la vague de transformation digitale dans les fonctions un peu plus back, la finance, le procurement, même quelque part dans la supply chain, les ressources humaines. Tout ça, ça a bien poussé à repenser comment les organisations fonctionnaient. On a beaucoup parlé ensuite de transformation data. Donc, en tant que professionnel de la data, j'en étais très flatté, mais en réalité, la data n'a pas été si transformante d'un point de vue business, dans la manière dont le business fonctionnait. La data, c'est resté très souvent un enabler à travers l'analytique. Ça a souvent été un petit peu oublié en termes de fondation data, donc tout ce qui allait permettre d'ailleurs cette transformation digitale, mais la data en elle-même a rarement amené une évolution des process. Avec l'IA, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est alors on a plus que jamais besoin de data de bonne qualité, mais aussi on vient repenser à nouveau, on rentre dans un nouveau cycle et qui lui se fait en fait dans toutes les strates de l'organisation, c'est-à-dire du front, en fait, du client jusqu'à toutes les fonctions back, où on vient repenser et l'expérience de nos clients et l'expérience des collaborateurs et de toutes les parties prenantes, internes et externes en l'occurrence. Alors Romain, tu as raison, front to back. Aujourd'hui, Mathieu, tu vas nous en dire un peu plus sur le groupe La Poste et ses métiers qui sont très nombreux et de ses activités. Une entreprise très humaine avec beaucoup de monde aussi et donc des impacts forcément assez importants. Comment vous avez pris ce sujet de l'IA et par quel bout ? Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Pour me présenter rapidement, donc Mathieu Olivier, je suis le directeur de la transformation et de l'innovation Data et IA du groupe La Poste que j'ai rejoint il y a un peu moins d'1 an et demi. Avant j'étais au niveau de la Banque Postale. Juste ce que je vais dire, c'est en partie le travail de Pierre-Étienne Bardin, qui est donc mon chef, le Chief Data Officer du groupe, et donc qui œuvre à la transformation data depuis plus de 6 ans maintenant. Et globalement, quand on parle de groupe La Poste, faut savoir de quoi on parle. Avant de rentrer dans le groupe, on ne se rend pas forcément compte de l'étendue des missions du groupe. On imagine la petite camionnette jaune dans la campagne, le recommandé qu'on n'a pas pu récupérer alors qu'on avait pris notre journée pour être là. Mais derrière ça, il faut bien voir qu'on a un niveau de service qui est très bon, qui est de plus de 99%. Et puis, c'est pas que ça. La Poste, c'est un groupe de 240 000 personnes, un peu moins de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires et une présence à l'international dans
un peu moins de 60 pays. Donc une fois qu'on a dit ça, ça pose aussi une partie de la complexité. À ce à quoi il faut rajouter que on a 4 branches qui portent des PNL. La branche service courrier colis, qui sont globalement les facteurs, les personnes qui vous apportent les plis et les colis chez vous. Vous allez avoir la BGPN, globalement, en faisant très simple, c'est la branche grand public et numérique, c'est l'ensemble des bureaux de poste plus DocaPost. Donc là, vous commencez à voir qu'il y a un niveau de complexité. DocaPost, c'est le leader c'est l'un des entreprises leaders du numérique de confiance qui fait déjà 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est aussi, ça rajoute un niveau de complexité. La Banque Postale, c'est la 3e branche. La Banque Postale, c'est une banque de plein exercice, avec également la CNP, qu'on a sorti de la cote il y a un peu moins de 2 ans. Donc là, ça rajoute aussi un niveau de complexité. CNP qui est présent à l'international. Vous rajoutez après ça Géopost qui est le 3e acteur derrière DHL et UPS en logistique, qui fait 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui est présent dans plus de 40 pays. Donc ça fait un panorama d'activités qui est très complexe et sur lequel il faut poser donc un cadre de gouvernance. Au niveau du groupe La Poste, on fête cette année nos 10 ans de transformation numérique. Ça fait 10 ans que dans différents process, dans différents métiers, on va mettre en place des projets data et IA pour fluidifier nos parcours, pour fluidifier l'expérience de nos collaborateurs, pour fluidifier l'expérience de nos clients. Et on a lancé il y a un peu moins de 5 ans une stratégie La Poste Data Driven, sur laquelle je reviendrai après, qui vise réellement à mettre la data partout dans l'entreprise et que ça soit réellement un véritable levier de valeur et de transformation. Comme tu le disais, Romain, le digital, on a beaucoup fait de choses en surface, on a beaucoup fait de choses à destination des clients. Et là, avec l'IA, avec le nouvel essor de l'IA, on commence à réellement rentrer dans le dur de la transformation, réellement aller sur les sujets qui sont très impactants. Et je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir. Oui, tu nous donnes quelques exemples quand même de faits marquants de transformation, enfin de cas d'usage que tu as en tête là. Il y a plusieurs cas d'usage. Il y a l'un des cas d'usage que je trouve assez éclairant, c'est on reçoit un peu moins d'1 million de factures directes par an. On les traitait beaucoup à la main, et on les a traitées maintenant par un moteur d'IA où il y a plus de 50% des factures qui sont traitées automatiquement, quasiment sans l'intervention d'un comptable. Et donc ça fait gagner énormément d'efficacité et ça permet aux comptables de se reposer sur leur métier vrai, qui n'est pas forcément de faire de la saisie de factures, mais réellement de faire de l'analyse sur les factures qui Et ça, Mathieu, juste pour comprendre, c'est multi-métier ou multi-marque, enfin multi-entreprise, ou c'est dans un endroit précis que vous le faites ? C'est au niveau du groupe. Au niveau du groupe. Donc il y a donc là, ne serait-ce que pour cela, besoin de gouvernance pour organiser la gestion de cette facture. Il y a une question. Alors, merci pour cette présentation de La Poste. C'est impressionnant, éclairant, et on imagine que les cas d'usage peuvent être multiples, et que si on laisse faire, ça peut partir un peu dans tous les sens. Moi, j'aurais envie de vous poser la question, messieurs, quels sont les nouveaux défis liés à cette transformation de l'IA ? Une rupture, on parle un peu de technologie de l'exponentielle, c'est-à-dire qu'il faut aller vite. Ceux qui ont pris de l'avance auront certainement pris une avance irrattrapable. Mais il faut peut-être y aller en ordre un peu de marche, un peu coordonné. Les défis, quels sont-ils, Romain et Mathieu, vus de vos angles de vue respectifs ? Je pense qu'on a un super exemple à travers celui que Mathieu vient de citer sur la gestion des factures entrantes. Et tout le monde pourra comprendre facilement. Le nouveau défi, le challenge qui est posé aux entreprises, on va dire de grande taille en particulier, c'est celui de l'orchestration et des choix un petit peu difficiles à faire suffisamment tôt. Il y a un cadre d'innovation qui existe dans la plupart des grandes boîtes qui va permettre tout un tas d'expérimentations, de tester certains concepts, mais en réalité, dans toutes les discussions qu'on a à peu près avec en tout cas avec nos grands clients, on va dire les gros use cases sont déjà tous compris et tout le monde voit bien ce qu'il faut faire, à 80%, peut-être 90% même. Donc la problématique n'est pas tant de savoir ce qu'on peut faire avec l'IA, c'est beaucoup plus une problématique de comment on l'orchestre, comment on la séquence et quand est-ce qu'on y va, avec quelle technologie, avec quel plan d'adoption aussi. Rien qu'à travers l'exemple que Mathieu citait, je pense que c'est très pertinent. Le fait de prioriser ce besoin-là, qui est unanimement reconnu comme
valorisable, hein, j'ai envie de dire, au sein de toutes les entités du groupe. Donc d'avoir ce cadre et ce recul qu'on peut prendre, s'interroger sur le choix technologique qui va l'accompagner, c'est-à-dire est-ce qu'on doit développer quelque chose nous-mêmes, après tout les technologies, tout ce qui va être autour de l'OCR, j'imagine, un peu de l'intelligence documentaire commence à être assez mature, mais aussi, voilà, typiquement, une utilisation qui devient de plus en plus intégrée aux solutions de procurement, en fait, de gestion de procurement. Donc, est-ce que je construis, est-ce que j'achète? Pour certains des autres cas d'usage, est-ce que j'attends? Peut-être le plus difficile aujourd'hui dans l'entreprise, c'est-à-dire je vois bien que autour d'une de mes applications métiers va arriver une fonctionnalité standard, pas particulièrement différenciante, mais avec un gros ROI. Peut-être que le mieux à faire que j'ai, c'est dans ma roadmap d'attendre un peu et de préparer son adoption. Voilà. Donc, tout ce genre de choix-là, j'ai envie de dire, je pense que c'est là où la complexité réside aujourd'hui. C'est ces questions un petit peu stratégiques de priorisation, de séquencement un peu, et de comment on va anticiper les bons choix d'un point de vue technologique et aussi du point de vue de l'adoption. Je ne sais pas la communauté des comptables dans le groupe, combien de personnes ça représente, mais probablement plusieurs centaines. Et donc, comment est-ce qu'on prépare l'évolution de leur job une fois que ce type de technologie est déployé? Effectivement, le sujet, si je reviens sur la stratégie la data-driven de la Poste, ça reposait sur 4 piliers. Le premier, c'était comment valoriser nos données. Donc valoriser nos données, comment est-ce qu'on les utilise mieux, comment est-ce que ça va nourrir l'ensemble de nos process. Le deuxième, c'est comment est-ce qu'on connaît nos données, comment est-ce qu'on les gouverne, qui en est propriétaire, qui assure le périmètre de qualité, qui assure la connaissance et la possibilité d'exposer et d'avoir accès à ces données. Le troisième, c'était comment est-ce qu'on va créer des nouveaux produits ou des nouveaux services sur la base de nos données. Parce que si on se pense sur les silos de données que l'on a, on peut imaginer des nouveaux produits, des nouveaux services. Où on peut très bien imaginer avec la donnée, avec l'IA générative. Là, je pense à un cas d'usage en particulier qui est présenté sur le stand juste derrière vous, qui s'appelle Dalvia Santé, qui permet de faire de l'IA générative en santé. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être fait s'il n'y a pas le cadre de gouvernance qui va bien, si on ne met pas un sujet d'éthicité après derrière l'usage de nos données, et j'y reviendrai. Et le quatrième point, c'était comment est-ce qu'on accompagne l'ensemble de nos collaborateurs pour comprendre ce qu'est la data, pour comprendre que ce n'est pas automagique, c'est pas juste on fait un algorithme et puis derrière on a quelque chose. Non, c'est beaucoup plus compliqué. Des fois, faire de l'IA générative, ça ne va pas servir à grand chose si la donnée n'est pas bien gouvernée, si elle n'est pas de bonne qualité. Et des fois, une règle de 3, pour être assez triviale, peut être plus efficace que le super modèle parce que ça sera plus intelligible. Donc derrière, le vrai sujet, je pense, de la révolution IA qu'on est en train de vivre, et merci l'IA générative et le moment de ChatGPT qui permet de remettre un peu d'énergie dans cette transformation data qui commençait à s'essouffler sur l'ensemble de la place, c'est globalement, les métiers se saisissent enfin du sujet. Et la question, c'est, oui, la data, c'est un sujet métier. C'est pas un sujet technique, c'est pas un sujet de data scientist. On a besoin de data scientists. Au sein du groupe La Poste, on a une communauté d'experts de la data de plus de 500 personnes qui font de la data science, du data engineering à longueur de journée. Ça, c'est très bien. Sans eux, on ne peut rien faire. Mais derrière, il y a des sujets techniques. Et le gros, la montagne, c'est réellement la transformation des métiers. Et la question avec l'IA générative et l'essor au global de l'IA, c'est comment est-ce qu'on va transformer des processus où aujourd'hui on fait A, B, C, D, E et demain on fera potentiellement D puis B, mais dans une autre sens et d'une autre manière. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais c'est réellement comment est-ce qu'on va repenser l'ensemble du processus pour être AI by design. Et ça, c'est un vrai sujet qui est métier de compréhension de comment on doit se transformer. Donc il y a un vrai travail d'acculturation de l'ensemble des métiers. Et nous, on a construit réellement un continuum de communication, acculturation, formation de l'ensemble des équipes. On s'appuie là-dessus sur notamment un dispositif d'acculturation qui s'appelle Objectif IA, où il y a plus de 80 000 postiers qui ont suivi un e-learning de 5 à 6 heures pour comprendre ce qu'est la data et l'IA, pour démystifier le sujet.
On a derrière aussi une école de formation qui s'appelle l'école de la data, qui permet réellement d'embarquer les collaborateurs qui veulent monter en compétence sur les sujets data IA avec cette école de formation qui a 4 streams de formation spécifiques. On a aussi travaillé pour qu'elle soit 100% paritaire, pour que derrière on embarque aussi la présence des femmes, parce qu'on sait que dans ces métiers-là, c'est des métiers qui sont assez souvent très masculins, et donc on a voulu réellement travailler sur la présence des femmes. Et si je reviens sur le sujet que la data, c'est un sujet métier, on a construit la poche GPT qu'on a annoncé l'année dernière à Vivatech, qu'on a présenté. On aurait pu construire un Secure GPT comme ChatGPT, si je puis dire, qui répond à tout, qui est généraliste. Nous, on s'est dit, ouais, mais si on fait ça, on n'est pas capable de mesurer l'impact. Et la question, c'est quoi notre impact ? C'est quoi la transformation induite pour le métier? Et donc on a eu une approche un peu différente. On allait chercher des métiers où il y avait réellement une difficulté à naviguer dans énormément de connaissances. Donc on a pris des commerciaux, parce qu'on savait que l'activité des commerciaux, elle est mesurée. Bon, on sait combien de ventes ils font par jour, on sait combien de temps ils mettent pour répondre. Et ça, c'est dans toutes les entreprises. Et on peut, à partir du moment où on met un outil, faire une sorte d'A/B testing. Alors, il y a des commerciaux qui ont l'outil, d'autres qui ne l'ont pas. Et on voit l'impact que ça a. On voit l'impact que ça a d'un point de vue réellement qualitatif, mais aussi quantitatif. Et ça, on a été capable de le mesurer. Et en travaillant avec les métiers, en ayant une forte implication des métiers, on a permis réellement de voir cet impact, et ce qui a donné l'envie de généraliser. Et on voit directement le gain réellement de l'intelligence artificielle générative. Alors Mathieu, ce que tu nous racontes là, c'est ce que parfois on appelle dans notre jargon aussi des transformations un peu systémiques, c'est-à-dire que vous avez posé les bases, les fondations de l'IA en donnant les accès. Vous avez acculturé l'ensemble du personnel pour que, quand tu disais la déconstruction des process, tout le monde puisse imaginer le potentiel de ces technologies et savoir les utiliser. Puis vous vous êtes rapproché des différents métiers pour identifier les cas d'usage et progressivement proposer des choses. Donc bref, tout ça à l'ampleur de la Poste, du groupe que tu nous as énoncé, c'est potentiellement huge, très gros. Ça pose la question, et qui est une des questions auxquelles on doit répondre, essayer de répondre, en tout cas se poser les bonnes questions. C'est qui doit porter cette transformation? En l'occurrence, on a des éléments de réponse avec ta présence aujourd'hui. Mais comment porter une transformation d'une telle ampleur pour atteindre la réussite et peut-être éviter quelques dysfonctionnements qu'ont pu connaître les transformations digitales pour certaines entreprises, en tout cas, qui ont un peu couru pas mal de lièvres en parallèle et ont pris quelques murs, d'autres qui sont bien transformées, mais pas forcément avec le ROI escompté. Donc là, on doit réussir parce que l'enjeu est de force. Qui porte finalement cette responsabilité? Et Romain, tu as, avec les équipes, planché sur ce sujet. Est-ce que tu as un avis catégorique? Alors j'ai certainement un avis catégorique, je vais vous montrer que pas nécessairement, et on va d'ailleurs publier bientôt un papier là-dessus, mais je reviens sur le titre de notre présentation, Who Owns AI? Et en fait, ce mot en anglais, il est très intéressant parce qu'il veut dire deux choses. To own, ça renvoie à la notion de propriété, mais aussi à la notion de responsabilité en anglais. Donc, celui qui, quelque part, own AI, c'est quelque part celui qui est capable de s'emparer du sujet en matière d'impulsion. Et donc là, je pense qu'il faut qu'on parle des COMEX, de nos chers clients, mais aussi celui qui est capable d'incarner, ou en tout cas de rassembler autour de lui l'impératif. Et le premier impératif, je pense que tu l'as assez bien expliqué, Mathieu, c'est un impératif de collaboration. L'impératif de collaboration autour de la thématique dans l'entreprise. Who owns AI? Quand on regarde les premières vagues d'accélération autour de l'IA, la première réponse à laquelle on est arrivé, c'est celui qui a tiré le premier. C'est pas nécessairement toujours le bon choix, mais au moins ça montre c'est celui qui avait le plus à gagner ou à perdre du sujet, et donc d'un point de vue business, on y revient, là où le nerf de la guerre s'est fait le plus sentir. Alors parfois ça vient d'un des métiers particulièrement qui sent une disruption importante qui va venir, parfois ça vient d'une direction digitale qui a effectivement par là, qui voit une grande capacité d'accélération de ses propres solutions. Dans des environnements plus réglementés, on a souvent vu ce sujet de l'IA être pris par la conformité ou les risques, en particulier dans les services financiers. Plus largement, ce qu'on commence à voir là, c'est un sponsorship COMEX qui est à peu près nécessaire à chaque fois, c'est-à-dire
un des membres du COMEX peut avoir ses responsabilités au titre de la structuration du comité exécutif, plus responsable de l'IA pour assurer cette cohésion-là. Et derrière, peuvent se dérouler ou se déployer tout un tas de modèles organisationnels, et il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres. Je pense que, Mathieu, tu pourras nous dire quelques éléments chez vous, mais ils sont tous bien connus. C'est des modèles organisationnels digitaux et data, on connaît les mêmes, très centralisés, fédérés, décentralisés. Enfin, vous pouvez faire de l'hybride, de tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est génial pour nous, consultants. Mais en fait, on va inventer à chaque fois la recette qui colle bien pour l'entreprise. En revanche, dans le noyau, on va à chaque fois retrouver l'impulsion business, assez tôt quand même les stakeholders de la tech et du digital, compte tenu des enjeux qu'on dictait tout à l'heure, en particulier en matière de choix technologiques, et cette notion de change, alors qui ne s'appelle pas change partout, hein. Parfois c'est de l'adoption, parfois c'est de l'éducation ou de l'acculturation, mais on va retrouver en tout cas ça à peu près à chaque fois. Romain, tu nous en dis plus? L'organisation de côté La Poste, comment vous l'avez pensé? Et effectivement, l'organisation où on est aujourd'hui, c'est le fruit de 10 ans de travail, et le mérite revient réellement à mon chef Pierre-Étienne Bardin, qui a œuvré énormément, et avec l'appui de membres du COMEX, Nathalie Collin, pour réellement mettre en place cette stratégie Data IA. Et si on revient sur le sujet, effectivement, je suis d'accord avec Romain sur le fait que one size fits all, il faut abandonner l'approche, et c'est clairement à chaque entité, à chaque structure, son besoin et son modèle de gouvernance. Nous, ce qu'on a trouvé qui fonctionne bien, étant donné les caractéristiques du groupe La Poste, c'est un modèle fédéré de gouvernance, distribué. Globalement, on a un Chief Data Officer au niveau du central qui porte la vision régalienne de ce qu'est la data, et tout ce qui doit être mutualisé, mutualisable, et de tout ce qui doit supporter des économies d'échelle. Je pense notamment à la formation, je pense au cadre de gouvernance. Et après, dans chacune des branches dont je parlais, elles ont chacune un Chief Data Officer qui va décliner la stratégie data de chacune de ces branches-là. Et on voit même apparaître dans ces branches qui ont des filiales, qui ont des BU, l'émergence de Chief Data Officer au sein de ces BU pour être à chaque fois au plus proche des métiers, au plus proche de l'activité. Il y a deux points qu'il faut retenir, je pense, c'est que c'est un travail d'équipe de faire de la data et de l'IA. Il faut de l'IT, il faut du data scientist et il faut des métiers. Et donc, s'il en manque un, on ne peut jamais aller jusqu'au bout. Le deuxième point, c'est qu'il faut toujours être accolé à un besoin métier quand on veut faire un cas d'usage. Si on est décorrélé d'un besoin métier, on n'arrivera pas à avancer. J'ajouterais aussi un troisième point, j'y repense là, mais je pense que là, on voit une vraie tendance et une vraie justification. Cette gouvernance de l'IA, encore mieux si elle est le reflet de la gouvernance de la donnée, tant dans ses usages que dans, quelque part, l'intention qui est portée à comment on la déploie. Et donc certaines entreprises couvrent ça maintenant aussi d'une charte. Hein. Et donc, tout le processus qu'on appelle communément en fait, le demand management, qui permet de dire pour un besoin donné, comment est-ce que je vais l'emmener jusqu'à l'adoption, doit refléter quelque part les cadres de gouvernance, notamment de la donnée qui peuvent exister, mais aussi des cadres un petit peu supra, un peu qui est au-dessus de tous les autres, par rapport à l'utilisation de la data et de l'IA qui ont déjà pu être définis. Ça, c'est vraiment des bonnes pratiques, en revanche, qu'on commence à voir largement se déployer. Effectivement, on voit la gouvernance de la donnée, la gouvernance des usages de la donnée réellement comme un continuum où globalement on va poser et dicter les règles de qui fait quoi, un RACI, mais qui est distribué et qui va permettre réellement de répartir les rôles et responsabilités entre le central qui a une mission régalienne et puis l'ensemble des branches des BU et puis répartir ça aussi avec l'ensemble des métiers qui doivent aussi s'approprier la connaissance de leurs données et la maîtrise de leurs données. Et au niveau du central, nous on a édicté une charte Data IA qu'on a lancée à Vivatech l'année dernière, qui était la fusion de deux chartes. Une charte réellement data qui était le fruit d'une réflexion autour de la mise en œuvre du RGPD, donc 2016-2018, et qui visait à assurer globalement la conformité avec l'ensemble des réglementations autour des données. Et puis, quelques années plus tard, une charte IA qui, elle, visait à assurer
l'éthicité et la conformité à nos valeurs d'entreprise et d'entreprise à mission. Et donc on a fusionné tout ça dans une charte Data IA qui s'opère avec derrière une gouvernance haut niveau avec globalement le Chief Data Officer, le DPO du groupe, la directrice de l'engagement sociétal, qui vont superviser l'ensemble des usages data et IA au sein du groupe et qui vont répondre à des questions aussi variées que le groupe l'est. Et donc derrière, ça permet réellement de se poser des questions plus sur notre éthicité, sur nos valeurs, sur l'acceptation de certains usages. Est-ce qu'on a le droit de faire tel ou tel usage au sein du groupe La Poste? Il y a la question de droit, mais il y a la question est-ce qu'on veut aller dessus? Et ça, c'est réellement un vrai sujet d'arriver à se poser cette question-là à haut niveau, parce que de là, ça va percoler dans l'ensemble de l'organisation il y a des frontières, et ce n'est pas forcément des frontières juridiques et de conformité, c'est des frontières de valeur d'entreprise. Et moi, l'une de mes phrases préférées, c'est « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », pour ceux qui ont lu Rabelais. Et il faut réellement garder ça en tête. L'un des corollaires pourrait être, pour les plus jeunes, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Mais derrière, c'est réellement... L'IA générative, ça permet de faire plein de choses. Il faut se poser les bonnes questions. Et il faut se poser les bonnes questions au bon niveau de l'entreprise pour ne pas faire de grosses bêtises. Alors, une autre façon de le dire, c'est écrit devant moi, souveraineté numérique et IA de confiance, ce qui semble être un motto de La Poste. Ce qui pose d'ailleurs la question, parce qu'en fait, c'est des principes que vous appliquez à La Poste pour la transformation interne, transformation des métiers. On peut imaginer que La Poste se positionnera peut-être un jour dans la vente de ses services vers l'extérieur, mais on verra bien. Mais donc La Poste doit avoir des sujets autour de cela, puisqu'on n'est pas loin de ses métiers. On travaille avec eux. Voilà. Un grand merci là-dessus. Peut-être juste un petit point. On s'est dit tout à l'heure, il faut impliquer les métiers. Quand on parle de métiers, on a tendance à imaginer des business. Y a-t-il des fonctions en particulier que vous impliquez dans l'appropriation, justement, dans ce programme de transformation par l'IA? C'est l'ensemble des métiers en fonction de leur maturité. On va adapter l'accompagnement de tous les métiers. Moi, j'ai notamment l'accompagnement de l'ensemble des... On en cite quelques-uns, les plus impliqués peut-être? Moi, dans ma banette, j'ai l'ensemble des métiers des fonctions support. Ouais. Et on va avoir les RH, on va avoir la finance qui sont très impliqués dans leur transformation parce que ils voient aussi arriver des outils, et ça pourrait être l'objet d'une autre table ronde, des outils qui embarquent de l'IA. Et donc, comment éviter le shadow AI? Tu évoquais, Romain, les sujets make or buy or wait. Comment est-ce que derrière, on arrive à construire une vraie stratégie d'une filière métier au global, oui, qui inclut de l'IA et quelle IA? Est-ce que ça va être l'IA des fournisseurs que l'on peut retrouver partout sur ce salon, ou est-ce que ça sera une IA qu'on aura construite qui sera à notre image et à chaque cas d'usage des réponses potentiellement différentes, mais qu'il faut arriver à mettre en urbanisme par rapport au SI, à ses capacités. Voilà, donc, et là, on rentre sur des débats philosophiques beaucoup plus longs que la table ronde ne nous permet pas d'aborder. Alors, on n'aura pas le temps, on va même terminer là-dessus. J'aurais tendance à dire que l'IA nous amène vers une transformation qui est massive des entreprises, qui impose quand même une certaine gouvernance pour justement gérer la complexité que vous avez évoquée. C'est complexe dans l'évolution des business, dans l'évolution du rôle de nous tous comme employés au quotidien, dans notre quotidien. Donc une gouvernance à mettre en place pour éviter le chaos, ça c'est clair, et puis pour en tirer tous les bénéfices le plus vite possible. Si vous deviez conclure en un mot, messieurs, et puis peut-être qu'on aura 2-3 questions. L'IA, parlez-en à vos équipes, parlez-en à votre boss. Voilà. Je vais dire deux choses. L'IA, c'est avant tout un sujet métier et de transformation. Et ça, faut, comme le disait Romain, effectivement, parlez-en aux équipes et aux boss. Et le deuxième, c'est ce que j'ai déjà dit, science sans conscience n'est qu'urine de l'âme. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Et c'est assez important de ne pas foncer tête baissée et des fois lever un peu la tête du guidon et de se dire, est-ce que c'est bien... en conformité, première question. Et deuxième question, est-ce que c'est bien en valeur avec mon entreprise? C'est bien tout court, quoi. Déjà, en valeur avec mon entreprise. Merci beaucoup, messieurs. Ravi. Merci à tous. Y a-t-il des questions? Quelqu'un veut-il poser une question? Mathieu, Romain? On se connaît. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez mentionné le nerf de la guerre.
Donc moi j'ai une question à propos du CFO. On voit de plus en plus des CFO qui se posent la question de comment s'impliquer dans cette transformation, et pas seulement pour leur pour leur fonction, mais aussi pour la transformation de toute l'entreprise. Et donc, quelle est votre vision sur, je dirais, la place du CFO dans cette transformation de l'entreprise, et quels conseils vous pourriez leur donner à ceux qui se posent la question? Merci. Mathieu, ton regard est-il impliqué? Il est impliqué, je pense, enfin, elle est impliquée, ses équipes aussi. Je pense qu'il y a un sujet qui est, avec l'IA, le sujet d'estimation du ROI est assez compliqué. Et donc des fois, il faut être capable de faire un acte de foi. Il faut réellement faire cet acte de foi pour aller chercher de la valeur, mais tout en faisant un acte de foi qui est maîtrisé, en se disant, si à un moment on ne mesure pas la valeur, faut dire stop. Il faut accepter de dire stop. Il ne faut pas continuer à subventionner des POC qui vont vivoter, et à un moment, il faut prendre une décision. Soit on met le POC dans un cimetière, il faut avoir son cimetière de POC, soit on met réellement le budget pour accélérer, mais il ne faut pas rester dans un entre-deux. Je pourrais partager l'expérience d'une société que je connais bien, et qui a beaucoup de mal effectivement à positionner ce sujet-là, qui est, je pense qu'on peut tous s'accorder là-dessus, potentiellement le projet le plus transformant jamais vu à l'échelle d'une entreprise, et qui pourtant n'arrive pas à avoir une ligne IA dans son budget. Et donc, effectivement, là, il y a quelque part un cadre de discussion, et je rebondis juste sur ce qu'on disait par rapport au COMEX tout à l'heure. En fait, ce cadre de discussion-là, il doit se poser comme apprécier le projet de l'adoption de l'IA, pas de l'IA elle-même, pas beaucoup d'intérêt, mais l'adoption de l'IA et de ce qu'elle va transformer en matière d'évolution des produits, des services et des manières de travailler dans l'entreprise, comme le plus gros projet de transformation jamais vu. Et dès le moment où on réussit à se mettre dans ce mindset-là, je pense qu'on réussit à voir les choses de manière un petit peu différente, et que ça ouvre aussi des opportunités en matière de dégager des opportunités d'investissement, des capacités d'investissement, avec les bonnes règles du jeu, qui permettent de stopper ce qui ne fonctionne pas, mais au moins d'amorcer ça autrement qu'à côté de ce qu'on appelle le business as usual, c'est-à-dire les gens font un peu comme ils peuvent en se dégageant en bas les petites poches budgétaires qui réussissent à ouvrir. Je vais pas relancer parce que... Une autre question ? Bonjour, je me présente, je viens de commencer ma carrière en consulting, et je voulais savoir si KPMG faisait quelque chose pour donner accès à l'IA à tous ces jeunes consultants, parce que moi personnellement je l'utilise de manière individuelle avec ChatGPT ou Mistral AI, mais est-ce que KPMG met en place l'IA KPMG pour ses consultants, parce que c'est une vraie aide pour moi, et je pense que ça le sera pour le futur, pour tous les futurs consultants. Vous êtes sur la bonne personne. Alors, en 2 mots, la réponse est oui. Chez nous, on peut citer 3 niveaux d'adoption de l'IA chez KPMG. On va dire un niveau bureautique, à travers notamment les technologies Microsoft, pour ne pas les citer, où on va donner accès à des solutions d'IA assez génériques, mais accessibles à tous. Puis un niveau, on va dire, professionnel, un peu plus ciblé. Alors, on a développé, effectivement, alors ça ne s'appelle pas KPMG GPT, mais ça pourrait, ça va s'appeler AIQ Chat. Qui fait suite déjà à d'autres produits qu'on a mis en œuvre sur les 2 dernières années, où là, effectivement, on est capable de donner un petit peu plus de contexte, on est dans un environnement sécurisé, on est capable d'aller créer des personas, on est capable d'aller créer nous on appelle ça des brains, autour d'une ou l'autre thématique. Et enfin, autour de nos applications métiers, vraiment, et si vous regardez dans le métier de l'audit, dans le métier du consulting ou dans le métier du conseil juridique et fiscal, nous avons, en fait, tous nos collaborateurs ont des applications avec lesquelles ils travaillent et qui sont enrichies progressivement d'applications extrêmement expertes, développées en fait end-to-end, c'est-à-dire avec IA par défaut. Comment est-ce qu'on repense la manière dont on pratiquait une activité avant et qu'on souhaite maintenant pouvoir l'enrichir avec de l'IA. Et donc là, on est, pour être très honnête, encore au début de ce chemin-là, et on est bien, ce qu'on disait, on est sur un parcours de plusieurs années, mais on peut distinguer quand même ces 3 niveaux chez nous. Une autre question ? On peut déborder un peu, on est les derniers après tout. Jean-François Fregnaud, en fait je suis directeur financier.
une société familiale, une grosse PME. Je voulais savoir si KPMG avait des solutions à proposer aux grosses PME, voire aux PME tout court, ou est-ce que KPMG, dans leur partie advisory, s'adresse à des solutions d'IA pour la compta et le contrôle-gestion seulement pour des grandes sociétés? Voilà. Tu veux répondre, Rafik? Non, vas-y, je t'ai lancé. Alors, avant tout, merci beaucoup pour cette question. C'est vrai qu'on a orienté beaucoup ce talk autour des problématiques de grandes entreprises, mais les grandes sociétés familiales, les ETI, pour nous, c'est un segment de clientèle qui est absolument critique. D'ailleurs, on est parmi les grands cabinets, ceux qui avons la présence en région, notamment la plus élevée. Donc, c'est un segment historique, j'ai envie de dire, pour KPMG. Et oui, alors, autour de la thématique de l'IA, c'est peut-être votre question plus largement. On a du conseil, des solutions de conseil, on va dire, sur des sujets d'adoption, d'estimation de potentiel. On vient aussi adresser des sujets, anticiper déjà les sujets autour de l'évolution, ce qu'on appelle le workforce. Donc, comment est-ce que on vient apprécier l'impact du changement à venir selon telle ou telle fonction? Et ensuite, comment est-ce qu'on déploie cela? Donc, ça va être un mélange de conseils technologiques et de conseils métiers, évidemment. On parlait des problématiques de choix. Est-ce qu'on construit? Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on attend, typiquement, par rapport à tel ou tel cas d'usage? Donc ça, ce sont vraiment des solutions maintenant qu'on commence à déployer. Et en bout de chaîne, j'ai envie de dire, également, alors là, on vient faire bénéficier, dans un sens, nos clients de notre propre chemin, en particulier en matière de ce qu'on appelle notre architecture technologique IA, c'est-à-dire que nous, on a repensé de A à Z eh bien, comment est-ce qu'on construit et qu'on opère des applications d'IA, en intégrant notamment les grands providers externes dont les noms ont été cités tout à l'heure. Et on est maintenant capable de déployer ça chez nos clients, donc en fait de comprimer énormément toute cette phase de design, notamment de design technologique. Je pense qu'on commence avec une phase en fait un petit peu de mesure d'écart par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui. Et derrière, en revanche, on est capable d'accélérer cette mise en œuvre dans votre environnement avec des technologies assez standards, qui deviennent en réalité assez standards aujourd'hui, très vite. Et si vous me permettez un petit complément, une petite pique commerciale, Docapos fait aussi ça sur... voilà. C'est dur. Voilà, merci beaucoup. Si on peut continuer avec des questions sur le stand, n'hésitez pas. Mais bon, on va clôturer la keynote. Un énorme merci à tous les deux. Et puis l'année prochaine peut-être. Merci Mathieu. Merci Mathieu.